Que notre invité spécial du jour va peut-être fredonner, je crois pas, non peut-être pas. On va pas lui demander ça tout de suite. Non, je vais pas me demander de chanter. Non, pas tout de suite du moins, non, Bernard, on vous rassure. Oui, bonjour à tous, bienvenue pour On se dit les choses de Mac des Sports de la REP, avec un invité spécial aujourd'hui parce que c'est une semaine spéciale, avec une date spéciale. Ce sont, Bernard, vos 15 ans de présidence à la section paloise. Comme on est un petit peu vicieux, on a décidé de préparer cette émission spéciale en votre compagnie. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Nous serons trois à vous passer à la question pendant cette émission. Autour de moi, donc Vincent Martinelli, il y a Jérôme Carrère. Salut Jérôme. Salut, bonjour à tous. Je passais mon BSR lorsque Bernard Pernot était élu président. Ah, c'est vrai, en 2006, le BSR, ça existait déjà le BSR. Oui. Et Greg, c'était le BEPC peut-être, non, ou pas encore? Le brevet? Greg Le Thor? Non, bonjour, j'étais sagement installé du côté de Toulouse. D'accord, bon voilà, on s'est dit les choses déjà pour ça. Bernard, vous, on sait ce que vous faisiez. Cette date du 15 mai 2006, du 15 mai 2006, parce que j'ai dit moi, non, c'est de novembre 2006, c'était le 2 ou le 3 novembre, hein, c'est 3 ça novembre. Ouais, je pense. Vous en avez un souvenir vif, c'est un rêve qui se concrétise pour vous? Ah non, pas du tout. Non. Bon, je peux pas tout révéler, mais disons Si, un peu quand même. un peu, ouais, On voilà. peut le dire maintenant, il y a non-lieu. D'abord, bonjour. Hein. Oui, Bonjour, c'est vrai. ami. Je note le jeune âge de Jérôme, hein. La grande carrière de Greg. Et quant à toi, Vincent, grande carrière côté aussi, et la jeunesse tu vois, aussi, ici, ouais, c'est bon. Moi je hein, fais la synthèse du venant reste. du Nord. Mm. Donc voilà, donc on se connaît tous. Quand même, j'espère que c'est pas une émission post-mortem quand même. Non, ça, Non, on a encore plein d'archives, non, non, ça- je vous rassure. Le Surtout plus j'ai dur, un ça va être de grand vous sens- voyez. J'ai un grand sens de la transmission, donc vous le savez, donc m'enterrez pas trop vite quand même. Et non, mais pour dire ça, comment c'est passé? Oui, j'en ai un souvenir tout à fait précis. À la descente, à la demande de Joachim Alvarez, qui était président à l'époque, j'avais rejoint le groupe de réflexion, disons ça comme ça. C'est pas un comité directeur, j'étais très observateur de ce qui se passait à l'époque et bon, j'étais sponsor depuis Pierrot Labourdette, hein. Mhm. Ça il faut le dire clairement, à travers les diverses sociétés que j'ai dirigées. Et bon an, mal an, l'attachement, d'abord la passion, si on n'aime pas le sport, je pense qu'il ne faut pas y aller. Et si on n'aime pas un sport tout court, il ne faut pas y aller, parce que je pense que c'est avant tout passionnel, c'est pas... certains présidents que je connais très bien en ont fait un levier social, voire même un levier de brillance ou de réussite publique. Il ne faut pas le faire pour ça. La vérité du sport est tellement compliquée qu'il ne faut pas le faire pour ça. Donc il faut le faire avec passion. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, moi franchement, hein, j'étais pas arrivé là-dedans pour y aller. Hein, je vous le dis tout net. Ouais, parce qu'en homme d'affaires avisé, on aurait pu se dire qu'aller mettre le nez dans une situation pas évidente à l'époque, descente, Non, vous l'avez surtout dit. que j'avais autre chose à faire. Hein. Bah ouais. Tout à fait sincèrement. Déjà à l'époque de l'Estor, qui m'avait demandé un peu de venir près du club, mais j'avais refusé complètement. Et tout en soutenant le club, toujours avec abnégation, hein. C'était pas le problème. Mais bon, il me l'a demandé, je suis arrivé, on a vu ça. Et au bout d'un moment, il m'a dit non, mais écoute, moi, il me faut un successeur, je veux lâcher, point final. C'est pas fait pour moi, je suis bon ailleurs. Bref, j'ai fait ce qu'il fallait, et ça a été un homme de devoir vis-à-vis du club lors de la descente. Il faut quand même le souligner, je l'ai toujours souligné, mais j'en profite pour le redire. Et donc, bon, on a beaucoup parlé, ça a duré 2-3 mois, je me souviens plus. Hein. Et au bout d'un moment, j'ai dit oui. Donc, en novembre, bon, les choses se sont faites de manière tout à fait régalienne et classique pour aller vers les destinées du club. Bernard, quand on lit les archives de la REP de l'époque, pendant plusieurs semaines, votre nom circule, vous apparaissez hésitant. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, vous basculez, vous y allez? Bah, parce que, vous savez, pour toute chose, il faut avoir tout le monde à bord. Que, quoi qu'on fasse dans la vie, on n'est pas seul. Il y a des mecs qui jugent qui sont tout seuls, peut-être, pas moi. Moi, j'ai une vie privée, j'ai une famille, etc. Déjà, j'avais un accompagnement de ma famille par rapport à la vie que je menais, qui était une vie quand même très tournée vers l'international, donc avec énormément de voyages, énormément de gestion de filiales à l'étranger, etc. Donc assez complexe dans l'organisation du temps. Et donc de ce fait, il me fallait avoir autour de moi aussi
des gens accompagnateurs qui venaient à bord, partager un petit peu ça, avoir des garanties aussi relatives à cet engagement. Et donc toutes ces hésitations se sont faites un peu dans cette réflexion, au-delà de la réflexion aussi, dans le partage avec les hommes de l'époque, et de telle manière à être un peu sur la même longueur d'onde. Moi, je suis parti d'un principe suivant que j'ai énoncé très rapidement. J'ai dit, si j'y vais, ce club, on le sert, on ne se sert pas. Donc, partant de ce principe, tous ceux qui le servent seront avec moi, tous ceux qui veulent se servir du club, ils dégagent. Ça a été un mot d'ordre, et que j'ai mis d'ailleurs très rapidement, je dirais, au goût du jour, que ce soit en matière de gouvernance ou que ce soit en matière de joueurs. Et j'ai continué de toute façon avec ces bases-là. J'étais au bureau de tabac récemment, d'ailleurs il faudrait que j'arrête de fumer, c'est un défaut récurrent, tout le monde le sait, mais je le dis au passage. Pendant ces 15 ans, vous avez arrêté, il y a quand même eu des périodes d'arrêt. À l'époque, je ne fumais pas d'ailleurs quand j'ai pris le club, tiens. et 6 mois après, j'ai refumé. Donc ça n'a pas été une affaire. Mais ceci dit, je passe au bureau de tabac l'autre jour, et la gentille dame qui est adorable me disait, elle devait avoir vu 2 ou 3 clients dans la matinée, c'est pour ça qu'elle y pensait. Elle me dit, c'est quand même incroyable, je suis obligé de dire à des gens ici tout le temps, vous êtes un bénévole et vous ne le faites pas, vous n'êtes pas payé. Il y a des mecs qui croient que vous êtes payé. Donc voilà, donc les conditions étaient claires. Il fallait que ce soit dans un état d'esprit, une éthique, avec une échelle de valeur qui est, je vous avoue franchement, au fil du temps, excessivement compliqué à faire respecter, mais qui est là et à laquelle on doit s'accrocher, avec une vision bien claire, des objectifs et une vision très claire. Voilà, je suis parti là-dedans. Je n'ai pas sauté en parachute comme ça, boum, on me parachute et puis tu vas te démerder. C'est pas du tout le saut dans la jungle, c'était quand même mûrement réfléchi. Après avoir participé aussi quelques mois un petit peu au partage des décisions, j'avais quand même mes idées et des choses très claires pour faire évoluer tout ça. Est-ce qu'on peut rappeler aussi le contexte à l'époque? C'est quand même assez tumultueux, que ce soit en coulisses, évidemment aussi au niveau du terrain. Forcément, un club qui descend. Vous avez quelques souvenirs comme ça, quelques anecdotes peut-être de l'époque qui peuvent un peu resituer le contexte en fait? Ouais, vous faites des heureux, vous faites des malheureux. C'est l'histoire d'un club. Il y a parfois à dire à des gens, oui, t'es plus à bord, ou je compte sur toi, ou pas sur toi, ou vous resserrez les équipes. Il y en a qui avaient les doigts dans la prise et on leur retire. Voilà, c'est des anecdotes un petit peu douloureuses et qui sont des anecdotes de gouvernance, sur le fond. Après les anecdotes, j'en ai une avec la République. J'avais à l'époque, c'est mon bec à l'époque qui était là. Et j'en ai une qui a été informée, comme d'habitude, la République est toujours informée les premiers, et qui m'appelle et qui me dit on fait rien du tout. Ça l'avait un peu fâché. Il m'a dit ça commence très mal entre nous. Ouais, mais bon, écoute, j'en suis absolument désolé. Et c'est moi, je serai le maître des horloges. Mais c'est un concept qui a été repris depuis, je crois. J'ai cette valeur un peu quand même. C'est vrai, parce qu'on voulait le faire une demi-heure plus tard. C'est Bernard qui a fixé l'heure. Temporalité, c'est vrai. La temporalité était déjà là. Pour parler de ces 15 années, Bernard, on avait, plutôt que de tout dérouler comme ça, on avait choisi de te lancer sur quelques thèmes forts. On va pas être extrêmement originaux. Déjà, moi, je vais commencer par te demander quel serait, j'ai une idée, ton souvenir le plus fort de ces 15 ans. Qu'est-ce que tu retiens, le truc qui te hérisse le plus les poils, que ce soit en bien ou en moins bien, peut-être d'ailleurs? Je voudrais dire déjà au préalable, dans tout ce qui peut hérisser, il y a des choses qui sont très personnelles et des choses qui sont peut-être un peu plus publiques qu'on partage avec tout le monde et qui sont aussi des objectifs réalisés. Donc automatiquement, ça c'est une satisfaction, je dirais, profonde. Mais j'aurais tendance à dire que c'est la montée. Mais ce qu'il faut se dire, c'est un président, c'est pour ça que c'est hyper confortable. Un jour, je veux redevenir supporter. Parce que c'est hyper confortable, parce qu'on peut faire durer le plaisir. Quand on est président, ce plaisir, il est éphémère. Si on pouvait le comparer, on le comparerait à l'acte charnel, si je puis dire. Tu peux y aller, on est diffusé à une heure de petite écoute et et dans le on a bonheur un peut public être intense confidentiel. mais court. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça la vie d'un président, parce qu'on est obligé de toute façon. Et en plus, on me l'a souvent dit, on me le dit chez moi, on me l'a dit ailleurs. On me dit, sois heureux. Je lui dis, je le suis. Oui, mais tu l'es jamais très longtemps.
Et ouais, parce qu'on pense toujours au lendemain et on est tout de suite dans la projection. Donc, mais bon, moi je dirais que c'est la montée parce que c'est une finalité, c'est un symbole. Après, il y a des plaisirs personnels, relatifs. Pourquoi on fait ça aussi? On fait ça aussi parce qu'on partage une aventure. C'est une aventure humaine qui est faite de rencontres, de déceptions par rapport à des hommes. Mais ça fait partie de la vie. Et vous ici, tout le monde, il y a des grands bonheurs et des déceptions. C'est comme ça. Mais il y en a d'autres, c'est des grands bonheurs de rencontres. Et donc ça, c'est important dans ce parcours, dans ce voyage. Mais donc ça, c'est des moments forts pour moi. Et les moments forts aussi, c'est un truc que je me souviens comme ça, là, puisque vous me posez la question, mais c'est très furtif. C'est on a absolument besoin de battre Toulouse. On bat Toulouse au hameau, et dans un contexte de club un peu tendu, et où Conrad, à la fin du match, me tape sur l'épaule et me dit, celle-là, elle est pour toi. Bah ça, c'est le genre de truc, ça m'a vachement marqué, parce que venant d'un mec qui, on peut dire, est étranger, pas conscient des enjeux, des tensions. Non, le type, lui, il avait tout analysé dans sa plénitude, dans sa globalité. Et à la fin, spontanément, il vient me dire, celle-là, elle est pour toi. Et ça, c'est le genre de truc, ça me sera toujours là. Et c'est ce genre de détail. J'ai encore un truc excessivement, pour moi, valorisant, profond, qui m'est arrivé là, je dirais, il y a 2-3 semaines. C'est, on fait re-signer un joueur qui a beaucoup d'importance à mes yeux pour le club et qui nous confie avec une carrière potentielle importante, je pense, et qui, bon, d'abord lui personnellement, il a eu une démarche à mon égard excessivement sympathique et affective, mais au-delà de ça, je reçois une lettre de sa famille, je dirais un mot hyper sympa. Ça, ce genre de truc, il faut attendre 15 ans de présidence avant de l'avoir. Mais c'est ce genre de choses que moi, à titre personnel, je garderai. Voilà. Et ça, c'est excessivement intime. Hein. Mais après, le reste, c'est des choses qu'on partage publiquement. La montée, toutes les réalisations qu'on a pu faire. Et ça, je suppose qu'on en reparlera. Parce que on parlait des hommes, peut-être qu'on peut enchaîner aussi. Les hommes qui vont rester chers à votre cœur, que vous avez pu croiser, que ce soit des joueurs, des managers ou autres. Commençons par le joueur, si tu veux bien, Voilà. Jérôme. Le joueur. Est-ce qu'il y a un joueur, Le joueur coup de cœur un peu. Les centaines que tu as pu voir et croiser dans les vestiaires de la section, que tu retiens de ces 15 années? Ce serait malvenu de dire qu'il y en a qu'un, qu'il y en a deux, qu'il y en a trois. Non, il y a pas mal de mecs qui sont restés, je dirais, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Il y en a pas mal. Après, il y a des types qui ont marqué ce club et dans leur haut niveau, moi, je me souviendrai toujours d'un Jean Bouliou. Bon, il avait un agent, mais il s'en foutait. C'est des gens qu'on a discuté, ou dans Mentrail qui me dit, bon, je vais pas trahir l'agent à la fin de ma vie, parce que j'ai fait ma carrière avec, mais bon, on va s'entendre tous les deux et on va se le faire et on va monter et machin. Des seigneurs, Julien Pierre pareil, des Conrad, n'en parlons pas. Conrad n'est jamais venu pour le pognon, il faut le savoir. On parle toujours, tiens, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas eu, il faut que je l'appelle. Et Colinucci, c'est des gens qui j'ai vu des très grands seigneurs, étrangers, français, je m'en fous, mais j'ai vu des grands bonhommes. Et en Pro D2, des types que j'ai beaucoup de plaisir à recroiser. Voilà. Et non, c'est tout un amalgame d'hommes différents, mais et certaines que j'oublierai avec plaisir aussi. La plus belle recrue, ça serait la recrue qui vous rend le plus fier. Comment ? La plus belle recrue, celle qui vous rend le plus fier sur ces 15 ans. Je sais pas, c'est celle qui réussit. C'est celle qui réussit avec le club et pour lui-même aussi. Il faut que ce soit c'est un deal, quoi. Le club le monte et lui monte le club. C'est ça la plus belle recrue. Allez, j'ai envie de dire comme ça, brûle pour point sur les jeunes qu'on a et qui étaient jeunes et qui sont devenus quelque chose. Je pense à Thibaut qui a re-signé, je pense à Corato, c'est plus jeune. Je pense à toute cette génération qu'on a amenée, qui nous coûte cher quelque part, hein, par manque d'expérience, et qui va mieux maintenant, certes. Mais voilà. Mais à toute cette génération qu'on monte vers le haut, quoi. Tous ces mecs qui ont fait ce chemin avec nous, quoi. Je pense à tout cela. Le recrutement, alors on va le poser autrement, le recrutement qui a été le plus dur à réaliser. On peut comme ça y avoir une idée, est-ce que par exemple ça serait Conrad Smith ? Non.
Non, c'est pas eux. Celui qui a exigé le plus de travail, le plus d'appels, le plus de visio, le plus de Repas. repas. Je sais pas, il y a toujours des petits combats. Je me demande si c'est pas les derniers entre Pessantier et Ducat. L'évolution de ces 15 ans qui se mesure à ça aussi. Ouais, non, mais j'ai vu évoluer ça. Effectivement, n'oubliez pas qu'à l'époque, quand on a commencé, on faisait les contrats au mois de mars. Mois de mars, même avril, même mai. Et le mot, c'était non, on va retarder. On va mieux négocier. C'est fini ça. Il y a longtemps que c'est fini, ça fait longtemps. Pas si longtemps que ça, à l'échelle de mon temps, mais c'est terminé. C'est terminé. Il y a des mecs qui raisonnent à 2 ans et je sais pas jusqu'où ça va aller. Et puis surtout, préservez-nous du mal. C'est-à-dire que pour beaucoup d'agents, les joueurs sont devenus des actifs financiers. Les joueurs s'en sont pas encore rendus compte dans leur naïveté de jeune homme. Mais surtout qu'on ne rentre pas là-dedans. Pendant ces 15 ans, tu as aussi dû affronter quelque chose, c'est ce que tous les présidents en parlent, hein, c'est la Vox Populi. Ouais. Ça n'a pas toujours été une relation facile. Tu as eu des mots durs aussi par rapport à ça. Ouais, parce que je suis sanguin. Étant bénévole, donnant de mon temps, je passe le fait que quand il a fait investir, je l'ai fait de moi-même comme les autres. Donc pas tout seul. Il y a un noyau de mecs fidèles au club. S'ils n'étaient pas là, on ne serait pas là, ni moi, ni personne. Mais effectivement, ouais, parce que moi j'ai un peu de mal avec l'ingratitude. D'abord, j'ai du mal. Alors, je ne sais pas si c'est de l'arrogance, hein, mais je ne pense pas. Parce que j'ai pas d'ego. Hein. Quand il a fallu mettre un mec devant, moi je ne m'y mets pas tout de suite devant. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je ne crois pas que je souffre de ce problème-là. Mais l'ingratitude, c'est quelque chose que je vis mal. Moi, je ne fais pas de politique. Alors que les hommes politiques payent l'ingratitude au quotidien. On peut se poser la question, est-ce qu'ils le méritent? C'est un débat, mais on ne va pas le faire ici. Par contre, dans un club de sport où tu es là pour fédérer, tu es là dans un contexte sportif, certes, mais sociétal, social, tout ce qu'on voudra, y a 2 choses que moi je supporte mal. C'est les donneurs de l'Elia Fouqueux, hein, et les espèces de grands penseurs du rugby qui te font offense à ton intelligence tous les matins, quoi. C'est-à-dire que si on prend des décisions, est-ce que nous aussi on a pensé que c'était la meilleure? Est-ce que c'était pas celle qu'on devait prendre par défaut? Voilà, c'est la vraie question à se poser parfois. Et parfois on prend des risques pour essayer d'aligner les planètes pour faire ce qu'on souhaitait dans sa stratégie le mieux. C'est peut-être les décisions récentes qui matchaient le plus avec un alignement des planètes sportifs que j'ai pu avoir, excepté peut-être à l'époque de la montée, un peu avant, où là, c'est vraiment... Bon, il y a eu des décisions il faut se méfier parce qu'on est constamment dans le court terme, mais parfois, on n'a pas le choix. On est obligé de prendre certaines décisions d'urgence. Mais faire offense à ton intelligence en pensant qu'on est tellement con qu'on peut avoir décidé ça ou pas penser à ça, si on ne le fait pas, c'est qu'il y a une raison. Ça, c'est la première. Et de notre côté, une sorte d'ingratitude. Mais ça, c'est l'évolution aussi des réseaux sociaux et de ce problème des réseaux sociaux qui est un vrai souci, que ce soit l'anonymat des réseaux, etc. Et comme disait l'autre, je ne sais pas si c'était pas eux qui me disait ça, c'est pas les réseaux sociaux, c'est des réseaux fléaux, quoi. Et alors il y a un bon côté par rapport à cette capacité de communication, de fédérer les communautés et tout. Ça, c'est le bon côté et c'est peut-être l'origine du truc. Mais bon, on le sait tous, quoi. Je dirais que ce soit vous, d'ailleurs, journalistes, vous en prenez aussi plein la gueule de temps en temps. La différence entre vous et moi, c'est que vous êtes payé. Est-ce que c'est une excuse pour en prendre plein la gueule? Je pense pas non plus. Sincèrement, je pense pas. On le mérite pas. En tout cas, il n'y a pas une ligne dans notre contrat qui dit qu'on peut. Il n'y a pas une ligne dans notre contrat qui dit que ça fait partie du. Exactement. Et on est d'accord là-dessus. Non, oui. Alors du fait, moi, je réagis tout à fait spontanément, de manière tout à fait saine. Peut-être aussi un peu je ne voudrais pas employer un mauvais terme qu'on me reprochera, mais en responsable un peu de fédérer et de dire stop, là vous arrêtez. Vous touchez à l'intégrité des hommes et ça je ne le permettrai pas. Et donc voilà, quoi. Il y a juste, je fais une petite parenthèse, excusez-moi les garçons. On vient de voir passer une photo juste avant qui date de 2006. Je pense qu'on va peut-être pouvoir la recaler sur nos écrans. La butte. Non, celle un peu avant. C'est celle d'un sémillant jeune homme qui est accoudé à la rambarde du boulevard des Pyrénées. La voilà.
Ça, c'est une époque où je voyageais beaucoup. Tu vois, je faisais plusieurs repas par jour. Et, Bon, sans entrer dans ces considérations, c'était l'époque où on avait le portable à la ceinture, je vois, comme le Colt. ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce Bernard Pronoz là, que tu as face à toi? Tu lui dirais d'y aller déjà? Ou tu lui dirais sauve-toi, prends les clés? Ouais, je lui dirais d'y aller, ouais, je lui dirais d'y aller. Et peut-être essayer de gagner un peu plus de temps sur le temps imparti qu'on a eu par rapport pour monter en puissance. Je pense qu'avec le recul, avec ce que je sais aujourd'hui, je pense qu'on pourrait gagner au lieu de remonter au bout de 9 ans, on aurait pu remonter plus vite. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Merci Bernard. Le plus beau rival de ces 15 dernières années, Rival, ouais, en termes de club. franchement, Il n'y a pas un duel, je sais pas, à première vue, comme ça on peut penser non, ça a été vu au comme Stade ça à Rochelais. l'extérieur, mais ça n'a jamais été comme ça à l'intérieur. Moi, à l'intérieur, j'ai tout à fait structuré les choses de telle manière à chacun ait sa place, sa visibilité. Si tu veux, un président, il peut capter la caméra, capter le micro, capter tout. Je l'ai toujours partagé. Et Non, ça, non, en termes tu de, vois, en termes de club, l'adversaire qui vous a le plus. en termes de club, Ouais, en termes de club. il y en a plein. Hein, Il y a eu à des duels certaines épiques avec époques, le Stade Rochelais. c'est celui qui est toujours compétiteur dans tes objectifs. Donc évidemment, on s'est toujours retrouvé sur la route du Stade Rochelais ou les Rochelais sur notre route. Donc, et là, paroxysme avait été cette fameuse demi-finale qui d'ailleurs nous fait perdre la finale, où Daniel Ramsey s'était donné à cœur joie, s'était pété la main, et il y avait pas mal de mecs qui avaient des trucs pétés d'ailleurs à force de cogner sur la tête des types. Donc, mais bon, quelque part, on restera aussi dans ce rugby moderne, les derniers à l'ancienne, qui ont fait peut-être les deux plus grandes bagarres du web, excepté peut-être les Grenoblois. Donc on aura ça à notre actif aussi, dans la tradition, c'est pas mal. Comme disait Daniel Ramsey, le président, si tu te rends pas, c'est là où il va te critiquer. C'est vrai qu'il y a celle contre le RCT juste quand vous prenez la présidence. Avec Tano Maga. Il y a eu ça, effectivement. J'avais des joueurs qui étaient chauds à l'époque. Et, effectivement, ouais, il y a eu un beau match avec Mourad aussi. Les présidents d'ailleurs, il y en a que vous avez détesté, ouais, des modèles et des Non. anti-modèles pour le coup. Non, non. J'ai pas de détestation. Comme je l'ai dit récemment à un qui a de gros problèmes de salarié cap, je lui ai dit non, c'est pas personnel. Moi, je pense qu'on vient dans le sport pour être encore plus, je dirais, rigoureux et précis dans l'éthique des choses et le respect des règlements. C'est l'essence même du sport. Hein ? Et c'est pas pour aller chercher de la notoriété en trichant comme des malades à certains égards. Donc je lui dis voilà, depuis je me suis aperçu que tu es en train de changer. Vu les usines à gaz que tu as montées, il te faudra un peu de temps pour la démonter. Mais nous notons. Mais non, j'ai pas le temps d'aimer ou de pas aimer. J'ai pas le temps. On voit derrière vous le stade qui est quand même une des grandes réalisations de ces 15 années de présidence. Ouais, Finalement. François Bayrou quand même. Oui, quand je dis ça, c'est quand même vous qui l'avez inauguré au final en tant que président. C'est Même moi si qui c'est l'ai pas- inauguré avec, on avait tout le monde qui était là d'ailleurs. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait l'aliment des planètes qui était là, il y avait Patrick Pouyanné qui était là. C'était important aussi pour moi et bien sûr, mais aussi pour Le patron de François Total. Bayrou. Je précise. Et ça s'est décidé avec François, et moi je le dis clairement. Hein. Je veux dire, il était en campagne, on s'est vu. Dire, la décision, elle était là, hein. C'était une histoire d'homme. Et ça s'est fait en 18 mois. Voilà. Donc, que dire un jour, on m'a dit, c'est quoi le changement à la mairie? Avant, on était à l'obscurité, maintenant, il y a la lumière, c'est tout. Voilà. Et moi, je peux dire que ça. Par rapport à la section, ça a été une des problématiques des 9 ans. Je veux dire, pour aligner les planètes, il nous fallait un outil de travail. Il te faut l'outil de travail, ne serait-ce le début de l'outil de travail, c'est le stade. C'est le stade, on l'a dit 1000 fois, avec des investissements minimum, de telle manière à créer une économie qui est fluctuante, certes, relative aux résultats, ça c'est la difficulté du sport, mais qui est nécessaire dans l'accomplissement, je dirais, du haut niveau. Sans stade dans le haut niveau, c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a pas de haut niveau, on repart, on va là où on doit aller. Mais là, c'était nécessaire, et ça a été compris de suite. Et effectivement,
J'ai porté ça depuis le début. Et ça a été quand même une première pierre à un événement. Alors derrière, il y a beaucoup plus de choses parce qu'il faut aligner les choses. Le stade n'était pas la condition sine qua non. Ça fait partie, je dirais, de la grande cathédrale que doit fournir, je dirais, la partie publique. Attention, il nous coûte. Je veux dire, le stade nous coûte un gros ticket par an en termes de loyer. Moi, j'ai toujours dit, je ne veux pas de subventions. Les subventions qu'on a, la section paloise, appelons ça, disons, elles servent d'abord à la visibilité de la ville de Pau, à la ville de Pau ou le Béarn, qu'on porte avec nos couleurs. On porte un territoire, donc quand on nous donne un peu d'argent pour porter ce territoire, je trouve ça tout à fait normal, mais c'est le même chiffre qu'on avait du temps, que M. Lestort avait du temps d'André Labarre. Ça n'a pas monté. Voilà, il faut le savoir. Alors moi, j'avais toujours dit à l'époque, je ne veux pas de pognon. Ce que je veux, c'est que le public fasse le job, parce que, voilà, et nous on paiera pour l'occuper. Donc, ça c'est une des pierres. Mais derrière, il y avait l'alignement économique, et il y avait ce modèle économique à créer relatif à l'encadrement, je dirais, de ce club d'une partie prenante essentielle, qui sont les actionnaires, ça c'est numéro 1, et derrière, les gros partenaires. Et ces gros partenaires qui se projettent dans la croissance du club et dans ses objectifs court, moyen, long terme ou très long terme. Et ça, c'est essentiel. S'il n'y a pas ça, pas besoin de stade, il n'y a pas besoin du reste. Tout est un tout. Voilà. Et donc, ça, c'était les points depuis le novembre 2006 que j'avais en tête clairement. Après, il y a eu les autres épisodes où le stade a entraîné, après une requalification d'un endroit pour s'entraîner, qui a entraîné de l'investissement aussi très rapide d'ailleurs, en 6 mois, pour avoir quand même un lieu, je dirais, de haut niveau, minimal. Et maintenant, après, il y aura demain. Moi, on parle des 15 ans passés. Moi, tout à fait franchement, je suis content d'en parler, parce que j'en parle rarement. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je ne suis, et tous les jours que je me lève ou que je me rase, on m'a rasé ce matin d'ailleurs, et je pense aux 15 ans qui suivent. Et c'est ça ma préoccupation. Voilà. Pour avoir servi ce club et toujours partir avec la même idée, le servir et pas s'en servir, moi maintenant, mon obsession, c'est les 15 ans à venir. L'alignement des planètes, c'est aussi la. Alors, je ne serai pas là, vous avez bien compris, je ne remets pas le couvert. On ne sait pas, on ne sait plus. En tant qu'abonné, peut-être. Ça sera une autre émission. Ça. Non, je ne veux pas qu'on me tue à coups de bâton. Non. L'alignement des planètes, Bernard, c'est aussi l'arrivée de Simon Mannix. Et j'ai une autre devise personnelle, tu te souviens le général romain, quand il gagnait les batailles et qui traversait Rome et qui passait sous l'Arc de Triomphe, il avait un esclave sous le char qui lui disait Memento mori, il lui disait pendant tout le chemin, tu vois. Rappelle-toi que tu es mortel. Bon, mais moi je m'en souviens. Sans esclave. Pas besoin d'esclave pour ça en plus, c'est ça qui est beau. Là, on parlait d'alignement des planètes, ça correspond aussi avec l'arrivée de Simon Mannix. Est-ce que vous pouvez raconter, Bernard, comment est-ce qu'il arrive un petit peu les dessous de l'arrivée de ce néo-zélandais un peu fantasque? Alors, le nom de Simon Mannix, c'est un mec que j'avais observé, avec qui j'avais un retour technique de Simon Mannix assez fort, de par certains joueurs du temps où il était au Racing. Okay, du temps où il était au Racing avec Pierre Berbizier et le temps où il est resté au Racing, j'avais un retour joueur, certains joueurs que je connaissais. Et à l'époque, j'avais aussi un retour de Thierry Cléna qui avait joué et qui avait été entraîné. Tout ça. Donc j'étais assez fourni au niveau du contenu du personnage. J'avais suivi sa carrière ou son parcours, je préfère ce terme, sur le Munster, avec un intérêt particulier, parce que quand on regarde les rugby, quand on regarde les origines, donc les racines, donc ce qui fait les composants du jeu, quelque part, en termes culturels, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va foutre chez les Irlandais qui prévoient 25 temps de jeu, alors que chez les All Blacks, il y a 3 feuilles pour faire le projet. Et c'est surtout basé sur le talent technique. Mais il est allé là-bas et tout ça m'intéressait. Donc bon, après j'ai eu un contact direct, on a pas mal parlé et moi à l'époque j'avais Joël, j'avais Coco, mais il y avait des choses qu'on n'arrivait pas à réaliser, ok, et sans vexer personne. Il y avait une demande, mais on n'arrivait pas à, je dirais, avoir une vision globale de ce qu'on voulait faire pour le club, pour l'élite, mais pour le club en matière de projet technique. Simon, il l'a, je pense, très bien incarné. Il a incarné cette montée, il a incarné ça.
Bon, après, ça c'est fini comme vous le savez, mais ça c'est parfois les ratés liés à l'ingratitude aussi. Il y a beaucoup d'ingratitude dans ça. Et moi je le regrette parce que je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait avancer le club. Voilà. Après, il y a un temps pour tout, hein. Je pense qu'on est en plus énergivore dans le sport moderne, hein. On le sera de plus en plus. Donc je pense que les temps seront plus ou moins longs. Mais il faut essayer de donner un peu de temps long. Parce que si on veut formater les choses de manière profonde dans un club, il faut quand même essayer d'avoir un temps long. Voilà. Et c'est la difficulté. Voilà, Simon, ça a été tout simple en fait. Et pour nous, on lui offrait quand même un tremplin, je pense, dont il rêvait, à l'échelle aussi qui lui convenait, avec un challenge qui lui convenait, par rapport à son départ Munster et ce qu'il avait vécu précédemment. Il était quand même très ancré sur le territoire français. Il avait du caractère avec les journalistes. Est-ce qu'il en avait aussi avec son président? Oh, ouais. Il y a beaucoup de... Vous savez que je parle un peu l'anglais quand même. Donc des fois c'était en français mais ça dérapait en anglais. Et quand on s'engueulait c'était souvent en anglais. Et il y avait beaucoup de mots type fuck et tout ça. Type. Ouais. Il y a pas mal de... Bon, par rapport au poste que j'occupe, je prends du recul par rapport à ça. J'essaye du moins, mais enfin j'ai un petit côté sanguin et lui il l'avait beaucoup aussi. À cet égard-là, Bernard, 15 ans de présidence d'un club de rugby comme la section, ça équivaut combien dans la vie normale? Je sais pas. Non, il y a une question que je me pose maintenant que je suis plus... depuis fin 2018, j'ai quitté mes fonctions à la présidence de ma société. La question que je me pose, c'est comment tu as fait pour essayer d'équilibrer le temps, quoi. Alors c'est vrai que j'ai des atouts, je n'avais pas besoin de beaucoup dormir, ce genre d'histoire, mais je vous avoue qu'au jour d'aujourd'hui, je serais incapable de le faire, donc il y a un temps pour tout. Et alors comment le temps enfin, c'est comme ta vie, hein, j'ai envie de dire. C'est toi tu es encore trop jeune. Greg commence à avoir des poils blancs au menton. J'étais sûr que ça allait m'arriver. Sur les côtés, mais tournez-vous un peu derrière, hein. Je dirais une vie c'est hyper court, quoi. Donc je crois pas que je dirais quand même une chose, c'est peut-être ce que j'ai dit, la différence entre ce que ressent aujourd'hui Sébastien Piccheroni par rapport à l'expression du très haut niveau avec les sélections. C'est le temps, l'échelle de temps n'est plus la même. Les aiguilles de la montre tournent plus vite. Ouais. Je répondrai comme ça. Tu as les aiguilles qui s'accélèrent. Tu veux, et quand tu rentres chez toi, tu souffles un peu que tu as gagné, surtout. Si tu as perdu, tu es mort. Les aiguilles sont encore accélérées. Mais si tu as gagné, tu vois, elles ralentissent un peu. Mais ça dure quoi? La soirée, hein. Il y en a qui disent que ça tourne aussi beaucoup plus vite vers la fin. Et malheureusement, il faut l'envisager. La fin du mandat présidentiel, elle approche. Pour un hyperactif comme toi, est-ce qu'il y a une angoisse? Ou alors tu te prépares à te reconvertir dans le golf ou quelque chose comme pas ça du tout. Ou... Moi, il n'y a pas d'angoisse du tout, là. Moi, je suis jamais angoissé, d'ailleurs. Non, il n'y a pas d'angoisse. Non, du tout. S'il peut y avoir une petite angoisse, c'est la temporalité que je me suis donné pour des objectifs court terme très importants pour l'avenir du club. Voilà. Ça, je veux les achever. T'as ta petite liste comme ça et que tu aimerais voir se réaliser d'ici là? Absolument. Et ça, c'est très important parce que je sais que ça met le club là où il faut l'être, quoi. C'est-à-dire rester dans le haut niveau. Ce soir de juin, avec le maintien contre Montpellier, à la dernière seconde, vous avez trouvé le sommeil facilement, Bernard? On ne dort jamais bien après un match, qu'on le gagne ou qu'on le perde, parce qu'on fait beaucoup d'adrénaline, ce que les gens parfois ne comprennent pas. Et on fait beaucoup d'adrénaline, et encore, moi je ne joue pas, hein. Et ceux qui jouent, c'est pire. Et c'est très compliqué à dormir. Enfin, pour moi, hein. Très compliqué. Alors ça ne veut pas dire que je ne rentre pas chez moi, cool, tout, mais c'est très compliqué à dormir. Par contre, paradoxalement, c'est vrai qu'il y avait le stress de l'enjeu, mais j'ai pas douté une seule seconde qu'on y arriverait. Il y a des trucs comme ça, tu vois, comme il y a des trucs que tu vois arriver, quoi, tu le sens.
tu n'y arrives pas à le formuler, tu n'arrives pas à le truc, mais tu te dis putain, je l'ai vu arriver. Et j'ai pas été dessus, soulagé, mais il n'y avait pas un truc. Voilà. Non, c'était pas sur une échelle de Richter, j'étais pas au taquet, quoi. Vous n'avez pas pleuré. Non. L'œil était un peu humide quand même. Ouais. Ouais, évidemment, même, hein. parce que ce qui était le plus truc, si on aime le rugby, c'est la manière. Et c'est là où je trouve que c'était bien. Quoi. Parce que je pense qu'on avait face à un groupe qui, malheureusement, avec toujours quelques petits atermoiements liés à ça, qui prennent des points dans ces temps faibles. Et ça, on avait cette carence. On l'a un peu moins, mais parfois encore. Et disons, mais qui savait pas faire autre chose que jouer. Et on l'a fait comme ça, quoi. Hein. On l'a fait comme ça. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était ce que je regardais au portable, où quelqu'un tenait pour moi, que je voyais les autres qui jouaient machin au Stade Français, le disque qui en mettait pas une, quoi. Et ça, je me suis dit, non, tu vois. Petit message pour Joris Second. Donc. Voilà, c'est ça. C'est Si tu lui. nous écoutes, Joris. Et votre relation au rugby en dehors de la section, justement, c'est quoi? Vous regardez beaucoup de matchs en dehors, même s'il n'y a pas forcément le temps. Vous suivez les joueurs. Vous avez les petites cartes Panini. Non, j'ai regardé plus de matchs, ouais. J'ai regardé plus. J'essaye toujours d'en regarder, ouais. Ouais, j'essaye toujours de regarder des trucs. Peut-être un peu plus orientés, liés déjà à des petits repérages, à des choses comme ça, mais ouais, j'essaye de suivre, ouais, peut-être un peu moins que je ne l'ai fait. Ouais. Moi j'ai une question, Bernard. On a parlé de toutes les réalisations, de tous les grands moments, et je me demandais quel joueur on a failli voir à la section paloise, lequel vous vous êtes battu pour recruter, et qui finalement au dernier moment ça s'est pas fait. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ces joueurs qu'on a failli voir à Pau et pour une raison X ou Y? Bah déjà à l'époque, il y a eu l'anecdote d'Alex Tulou. On était en Pro D2. Hein, tu étais dans le coin, toi? Oui. Alex passe faire un toucher. On avait fait un toucher parce qu'on ne pouvait pas trop le faire jouer parce qu'il n'y avait pas de licence. Voilà, mais on le met sur le terrain. Et on le met sur le terrain et puis on le voit en toucher. C'était un joueur qui venait du 7, hein, en fait, Alex. Et à la fin, Joël me dit waouh, faut le garder. Et là, c'était unanime, quoi. Et je dis à l'agent, et il devait aller, il avait rendez-vous à Bourgoin. Et c'était l'époque où Bourgoin était encore en top 14. Et où tout le monde qui passait dans la rue, ils embauchaient. Ils n'avaient pas de pognon, mais ils embauchaient. Vous vous souvenez, ils posaient le bilan. Et je dis, il va pas à Bourgoin. L'autre, il va le signer, n'importe quoi, il va le signer. Il est allé à Bourgoin, il s'est fait signer à Bourgoin, comme j'avais prévu. Et voilà. Donc, c'était un regret. Je pense, à l'époque, dans un contexte où on était Pro D2, la qualité du personnage, etc. Surtout qu'en plus, quand on le connaît un peu personnellement, c'est un type bien. Et voilà, ça c'est un regret. Alors, c'est pas un regret peut-être qu'on attendait. Après, il y a eu des regrets qu'on a assouvis, mais mal. C'est l'arrivée de Ben Smith, par exemple. Ben, il aurait dû arriver avant. Et donc, c'est un peu dommage. Et puis, c'est dommage qu'il y ait eu ce Covid parce que je pense que c'est un mec qui aurait délivré de manière remarquable au club et qui aurait beaucoup donné à l'organisation. Voilà. Donc là, il y a des regrets. Après, qui sait qui... Ouais, il y en a eu plein où on s'est raté, ça va de soi. Je veux dire, l'erreur du petit Buros, si je peux parler d'erreur, hein, pour moi, c'est une erreur partagée. C'est peut-être un moment où on a manqué les mots pour lui dire sois patient, tu vois. C'est ça, en fait. Et lui, il a manqué un peu de patience pour attendre l'année d'après, quoi. Tu vois, je dirais, il y a certaines embauches de l'année d'après qui n'auraient pas eu lieu s'il était resté. On était très cohérent. Il était sur les listes. Donc, voilà, ce genre de trucs, des regrets comme ça. Après, les trucs qu'on aurait voulu, les mecs qu'on aurait voulu, oui, il y en a eu plein. Ils sont pas venus, je ne les regrette pas. Parce que la vie, on a un choix. Ils ne sont pas venus, c'est qu'ils n'ont pas voulu. Donc, non, pas de regrets. Pas de Boden Barrett
Tu nous en as pas parlé. Ça, je le laisse à Jackie Lorenzetti. Et Richie Mako, parce qu'on en a beaucoup parlé quand même à un moment de Richie Mako. Est-ce qu'il y avait eu des... Non, la vérité de Richie Mako, c'est à un moment donné, c'était posé la question Richie Mako s'il faisait pas. C'est un mec de challenge et c'est un type qui avait une vision de sa carrière où c'était une carrière pleine et il s'est dit est-ce que je me fais pas un an ou deux d'un championnat qui s'appelle le top 14 où il y a un enjeu différent, où il y a un rugby particulier. Dans sa tête, c'était est-ce que je pourrais m'adapter à ce rugby-là? Parce qu'il y a pas mal de blagues qui viennent. Certains sont adaptables, d'autres ne le sont pas. Et donc, je pense qu'il s'est posé cette question. Mais ça a été très furtif parce que c'est quelqu'un qui avait pris une dimension de par le titre, ce qu'il était devenu. Il était quand même plus célèbre que le Premier ministre en Nouvelle-Zélande. Donc, c'était quand même compliqué pour lui par rapport à ce qu'il représentait. Et Dieu sait si c'est un mec qui a le sens de ça. Donc, ça a été furtif dans sa tête. Mais à un moment donné, venir rejoindre quelques copains et rentrer, parce que nous, Pau, on avait la réputation d'accueil, et puis aussi de lieux qui conviennent bien à ces mecs. Ça aussi, c'est un aliment des planètes, que ce soit l'endroit, la géographie, la montagne, tout ce qu'on voudra, et puis qui était quand même très positif. Bon, à un moment donné, si tu posais la question à un All Black, tu vas à Pau, tu vas à Toulon, ils te diront je vais à Pau. Je vais payer un peu moins cher, mais je vais à Pau. Vous lui aviez parlé du coup à Richie Mako? Vous lui aviez parlé à Richie Mako? Ou c'était pour rester juste avec les agents, les premières discussions? Non, ça s'est fait. Je dirais que ça s'est fait par personne interposée. Ok. Mais Genre un manager qui a parlé à un joueur qui a parlé à Richie Mako? Non, direct. Plus direct. Ouais. Une dernière question, enfin je sais pas si vous en avez d'autres. 15 ans c'est long, il y a des moments douloureux, il y a des histoires personnelles, de proches, de départ, d'arrivée, que ce soit dans la direction, dans le management. Il y a des moments où tu es passé à ça, de dire allez tous vous faire dorer, je m'en vais, je rentre chez moi. De partir? Ouais. Ouais, je me suis, à un moment donné, tu sais, quand j'ai pris ce club, j'ai dit moi je veux que ce club remonte. Donc la question que je me posais le soir de la montée, c'est tu continues ou tu arrêtes? Je me suis posé. Hein. Mhm. Et puis tu n'as pas le temps de te la poser longtemps parce que vu les emmerdements à régler par rapport à la montée, donc Ça te met vite dans le je veux contexte. dire, je ne vais pas les laisser aux autres en plus, tu vois. Donc voilà. Et puis il y a un engagement. Il y a un engagement perso. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait rien seul. On le fait par rapport aussi à l'ensemble des parties, que ce soit public, privé, actionnaire, tout ce qu'on voudra. Il y a un équilibre qui se crée à travers les gens, à travers les personnes. Sur certains points, on ne s'appartient plus. Alors, on n'est pas indispensable. Hein. Après, moi, les élus, je sais conneries, ça. Enfin, si, certains, oui, parce qu'ils pensent qu'au court terme et puis ils veulent rien laisser. Donc, ça leur importe. Mais ce n'est pas mon cas. Donc, il y a un minimum de devoirs relatifs à ça, d'équilibre, et puis de recherche structurelle par rapport à ce dont ce club, par rapport à sa culture, par rapport aux gens qui le supportent, hein, dans la globalité, mais aussi dans la gouvernance plus réduite. Là, il y a une forme de voilà, c'est faire les choses, faut faire les choses bien. Moi, j'aime que les choses se fassent bien. Après, comment elles évoluent, ça sera plus mon problème. Mais je dirais, moi, je veux laisser une situation nette, quoi. Une situation nette, mais au-delà de ça, plus qu'une situation nette, quelque chose qui permettra à ce club de se ancrer, de se pérenniser. Il pourra toujours y avoir des catastrophes industrielles, mais que ce soit des trucs qui ne soient qu'un épisode du chemin, on trébuche, on prend les pieds dans le tapis, boum, c'est pas grave, on change le tapis et puis on repart. Parce qu'il y aura les outils, il y aura les infrastructures, il y aura l'actif, il y aura tout ça. Donc mon obsession, elle est là. Et là, je pense qu'après, j'aurai bien servi ce club, parce que je considère les choses comme ça. Et quelque part, ce club qui appartient finalement au territoire, quoi. J'ai une anecdote là-dessus, tu sais, il y avait eu des velléités de fusion de clubs voisins. Oui. Rappelez-vous. Mhm. Ah, vous aimez ce genre d'histoire? Aussi, c'est pour ça. Là, on ouvre les oreilles. Les oreilles grandes ouvertes. Et là, je me souviens, j'avais eu un truc qui m'avait, moi, un peu choqué. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais, compris il y a longtemps. On me dit en face, on me dit, mais non, on fusionne. Et je passerai une anecdote qui
qui est débile, mais je prendrai celle-là qui est purement qui est intéressante, géopolitiquement parlant. C'est il y a un contexte intéressant, ça peut être séduisant, et là on dit oui, mais bon, Pau drive la fusion, et derrière, bon voilà, on joue à Pau, etc. Mais je lui dis, mais t'es sûr de ça? Je dis au mec d'en face, parce que je dirais, tu barres là, quand même, toute une culture, tout, ça paraît compliqué. Hein. Et le mec, il me dit, non, mais le club, il a moi. Et je lui dis, t'es sûr de ça? Donc, derrière, annonce de cette personne publique. Et 15 jours après, il me rappelle, il me dit, putain, ils m'ont écrit Fossoyeur sur la niche du chien. Je t'avais un peu averti. Le pauvre chien qui n'était pour rien. C'est une anecdote assez intéressante parce que c'est un peu ça. Il y a des mecs effectivement qui investissent. Quelque part, on aimerait bien parfois que le législateur prenne plus en compte les gens qui investissent dans le sport par rapport à ce foutu code des sports qui date de Napoléon, là, ou je sais pas quand. Et donc ça a évolué, tout ça. Mais ça, c'est autre chose. Mais par contre, il y a une vérité. C'est que les mecs qui sont là-dedans, il faut qu'ils aient quand même conscience que... et surtout, c'est le modèle de notre club. Ce sont des gens qui se sont mis au service de tout le monde et au service du territoire. Est-ce qu'on peut avoir une brève vue sur cette to-do list là, dont vous nous avez parlé tout à l'heure sur les prochains objectifs? Ouais. C'est quoi le grand rêve que tu nourris avant de passer la main? C'est tout simple à réfléchir parce que vous êtes des gens intelligents, donc vous l'avez déjà deviné. C'est tout simple à réfléchir. C'est, le club, il doit encore plus se doter, d'abord via Sébastien Piccheroni et son projet, de tout le contexte humain et de compétences liées au très haut niveau. Ça, il faut continuer à développer ça. Quoi qu'il se passe, il faut avoir un modèle sportif. Et dans ce modèle sportif, il lui faut les outils de ce modèle. Et donc actuellement, si vous voulez, notre centre de performance n'est pas assez performant. Et donc, il faut pour le club, pour se propulser dans les 15 ans, 20 ans, il lui faut, je dirais, un lieu et place où il sera dans un contexte de très haut niveau pour accueillir les mecs qui sont déjà dans le très haut niveau et pour accueillir ceux qui vont être dans le très haut niveau. C'est-à-dire qu'on est face à un schéma de compétition sur le terrain, à l'extérieur du terrain. Donc, si vous êtes, je dirais, un gars très talentueux pour faire des très hautes études, hein, vous irez dans les plus belles préparations. Okay, et vous irez à Henri IV ou ce genre de lycée pour le préparer. Ça marche comme ça, hein, pour se donner le plus de chance. Et bien nous, c'est pareil. Si on a cette structure d'accueil pour les jeunes et qui démarre, en gros, la mission de la section, vous savez, c'est bien sûr, il y a les écoles de rugby, mais en fait, qui démarre, je dirais, en gros en cadet, au niveau des premiers, je dirais, joutes du haut niveau. Et il nous faut cette filière, il faut que cette filière soit dans un monde de haute performance, avec en ligne de mire du haut niveau qui est, voilà, tout à fait clair. Et ça, c'est doter le club de ça. Et derrière, si on réfléchit aux infrastructures liées à ça, je réfléchis aussi potentiellement à créer un petit peu d'actifs pour le club, de telle manière à ce qu'il soit un petit peu plus solide sur ses bases dans le modèle économique. Voilà. Mais ça, c'est juste l'extrapolation de ce que je pensais en 2006. Que ce soit très clair. Et ça, c'est des choses dans ma tête qui ont germé depuis très longtemps. Mais comme toute chose, j'allais employer une expression dans le président de la République, elle veut rien dire en plus. Le temps au temps, ça veut rien dire. Mais disons, il faut laisser les choses, je dirais, arriver à sa maturité. Et donc là, on est dans un contexte mature pour penser à ça. Voilà. Et c'est tout. C'est que de la logique. Mais toute cette vision-là, ce n'est qu'une vision logique et d'extrapolation par étapes. Voilà. Merci Bernard. Avant de conclure, parce que nous aussi, on a des moyens et qu'on recule devant rien, on a des moyens techniques et des moyens financiers assez impressionnants. Ouais. On voulait quand même... Parce que on a vu la photo de 2006, tu as de la marge, tu peux te permettre une petite, petit écart. un petit écart. Ce n'est pas ton briquet que j'ai emprunté là. Voilà. Et d'ailleurs, ça se voit parce qu'il ne marche pas bien. Te souhaiter donc un joyeux 15e anniversaire à la tête de la section.
vais essayer de pas me brûler en même temps que je fais ça. Pas faire tomber brûler les micros. On va pas manger à l'antenne déjà, Bah, je dis, écoutez, parce que sinon les bruits de je sens mastication franchement- seront absolument prohibés. Non, mais bon, je suis très touché parce que sur le fond, je vous ai parfois maltraité, mais je vous ai toujours aimé quand même. Magnifique. Merci beaucoup. On aurait pu te le chanter, voilà. si on a j'avais fait ça pu, sur- j'aurais amené le breuvage, mais bon, il fallait. Ah, mais là, on aurait inventé le Ouais. secret, ça aurait pas été bon. On a du gel hydroalcoolique, mais ça se marie moyennement bien. Bernard, merci beaucoup de nous avoir consacré Non, merci à ce vous. long temps. Tu as pris et tu as laissé le temps au temps, pour te paraphraser presque. Merci à vous, Greg et Jérôme, d'avoir été là aussi. C'était un réel plaisir. On vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon anniversaire encore, Bernard. Et un bon match, évidemment, parce que c'est le cœur du sujet. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous tous.